j'ai l'honneur d'accueillir Mandana Javan, une conférencière dont le parcours et les engagements apportent un éclairage précieux à ce débat. Mandana est physicienne de formation, femme d'affaires et militante engagée depuis plus de 14 ans pour les droits des filles et des femmes issues de familles de culture musulmane. Elle œuvre également à la promotion de l'éducation, à la laïcité et participe activement au débat public sur la séparation de l'État, y compris de son administration, du prosélytisme religieux et idéologique. Dans ses conférences, Mme Javan aborde les enjeux liés à l'évolution de la laïcité au Québec et les défis concrets qu'elle soulève. Ce sujet demeure central dans les débats publics, notamment en ce qui concerne les politiques et financements publics, la présence de rituels prosélytes dans les espaces communs, ainsi que les droits et libertés individuelles. Elle plaide pour un espace social et public libéré de toute pression idéologique afin de favoriser une véritable égalité entre tous les citoyens, peu importe leur conscience ou leur sexe. Ce soir, Mandana vous invite à réfléchir avec elle à ces enjeux fondamentaux qui façonnent notre vivre ensemble. Alors, sans plus tarder, je vous invite à l'accueillir chaleureusement pour sa présentation « Les enjeux actuels de la laïcité ». Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Que je commence par vous dire bienvenue. Merci, remercier aussi PDF Québec, Centre humaniste, pour donner cette occasion précieuse et cette chance pour que je puisse vous en parler sur certains angles que je trouve ça nous manque dans nos analyses sur le sujet de laïcité en général en Occident, pas juste au Québec. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous présenter quelques mises en garde. Les énoncés fournis ici seront toujours réfutables. Je crois, tout comme Maître Marc Bonan, que la conviction dogmatique, c'est l'intelligence à l'arrêt. Ce qui me motive dans ma présentation, et j'y tiens énormément, c'est la justesse des mots. Il faut faire preuve de la responsabilité et appeler les choses comme par leur nom. Confucius a dit, quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Vous allez voir qu'il y a de l'intentionnalité et des raisonnements derrière mes choix de mots. Pourquoi je suis si obsédée par cet aspect? Parce que moi, une femme d'origine iranienne, je reconnais la valeur de la liberté et je ne la prends pas pour acquise. Pour moi, c'est la seule chose qui vaut plus que la paix. Il y a 2 ans et demi, j'ai rédigé un texte de 200 pages sur l'islamisme au Québec. À ce jour, j'en ai toujours pas trouvé le courage de le publier. Je le relis parfois, je le révise et je le repense. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point, à l'époque, j'étais soucieuse de ne pas paraître alarmiste. Mais depuis 1 an, cette préoccupation m'a quittée. Ce que j'observe aujourd'hui dépasse largement ce que je redoutais alors d'écrire. Ici, aujourd'hui, je vous parle de doctrine, non d'individu. Il est donc essentiel de ne pas projeter inconsciemment les caractéristiques de la doctrine islamique sur les personnes nées dans un contexte musulman. Heureusement, au Québec, nous sommes les héritiers de la tradition philosophique française, laquelle, contrairement à l'approche anglo-saxonne, nous a appris à distinguer clairement entre l'individu et le système de croyance auquel il est associé. Ce que je m'apprête à vous présenter n'inclut pas non plus d'analyse de l'évolution historique de l'islam dans les différents contextes anthropologiques à travers le monde. Les références de mes énoncés se trouvent dans les textes fondateurs, les récits, les écrits sacrés, qui constituent d'ailleurs
le socle de l'enseignement islamique, cela même que reçoivent les enfants issus de familles musulmanes, tant dans les centres islamiques que dans les écoles coraniques de l'Occident au XXIe siècle. Historiquement, la laïcité au Québec s'est inscrite dans le sillage de déconfessionnalisation de l'État amorcée durant la Révolution tranquille des années 60. Cette transition a marqué une rupture significative avec l'hégémonie de l'Église catholique dans les institutions publiques, notamment les hôpitaux et les écoles. À cette époque, ni la population, ni les décideurs politiques, ni les élites n'anticipaient les enjeux spécifiques que posera plusieurs décennies plus tard la question de l'islamisme au Québec. Au XXIe siècle, une nouvelle réalité s'impose. Face à une idéologie et une identité fortement affirmées, prosélytes, hégémoniques, soutenues par des dynamiques démographiques et des réseaux communautaristes organisés et structurés, l'identité québécoise, fondée sur des valeurs humanistes, universelles et laïques, se retrouve dans une posture de vulnérabilité. Comme l'a justement souligné Guy Rocher lors du colloque organisé par le MLQ à Québec le 5 et 6 avril 2024, je cite, « Le contexte dans lequel nous avons pensé la laïcité dans les années 60-70 est bien différent de celui de 2024. Il est important que l'idée de la laïcité puisse s'adapter. Voici le but ultime de ma présentation aujourd'hui, pousser la réflexion sur les enjeux contemporains et les défis d'adaptation à cette nouvelle réalité du XXIe siècle. La loi 21, adaptée en 2019, constitue un tournant majeur. Elle représente un premier pas, certes modeste, mais significatif, vers une affirmation renouvelée de la laïcité au Québec, en interdisant le port des signes religieux chez les employés de l'État, exerçant une autorité coercitive. Maintenant, commençons à regarder ensemble quels sont les enjeux actuels de la laïcité au Québec. Premier enjeu, les freins constitutionnels et juridiques. La Constitution canadienne, avec la Charte canadienne des droits et libertés, plus le modèle politique du multiculturalisme. Ajoutons à cela l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, et le positionnement politique du mouvement syndical et surtout du gouvernement fédéral en faveur des rhétoriques trompeuses, victimaires et prolétaires qui n'aident pas la cause. Deuxième enjeu, c'est la question du rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration au Québec. Même si je ne connais pas ce volet en profondeur, je me permets quand même de vous partager ma vision. Si vous vous demandez d'où vient cette arrogance de ma part, c'est parce que justement, le facteur démographique est au cœur du projet de l'islamisation de l'Occident. À mon sens, cette fois-ci, il y aura deux facteurs principaux qui devraient nous pousser vers l'urgence de l'indépendance. La question de l'islamisme et celle de l'immigration. En attendant, il faut obtenir l'entière compétence, y compris, j'en vois pas beaucoup de monde qui parle de ce volet-là, le volet de l'admission. Et aussi, il faut obtenir le volet de l'immigration temporaire, et ici, j'insiste sur les visas étudiants. Dans le contexte actuel, le choix des immigrants économiques relève de la juridiction du gouvernement du Québec. Depuis plusieurs années, et pour des raisons tout à fait légitimes, ce choix favorise
les demandes provenant des pays francophones, donc musulmans. Une question qui se pose, est-ce que la laïcité est la formule magique pour garantir la cohabitation harmonieuse des deux visions du monde si différentes? Je ne veux pas être rabat-joie, mais la réponse est non. La laïcité n'est pas une baguette magique. Au niveau des statistiques mathématiques, je suis certain qu'on est capable d'avoir une idée du moment ou du point de bascule au niveau démographique. C'est un projet en soi, certes. Ce point reflète les préoccupations concernant la réussite de l'intégration des immigrants francophones provenant des pays musulmans et par conséquent la préservation de l'identité et des valeurs québécoises. Je comprends et j'entends que le choix reste déchirant entre la survie du français et la survie sociopolitique, identitaire et civilisationnelle du Québec. Alors, troisième enjeu, le manque d'éducation à la laïcité, tant dans les milieux institutionnels, dans l'espace civique, qu'au sein de la population en général, ce qui nuit à son implantation effective, et en revanche, ce qui sert au récit trompeur de ce que j'appelle des djihadistes intellectuels. Les outils pragmatiques nécessaires à son application, à son suivi, à son amélioration et à son renforcement font cruellement défaut. Sans ces outils, le gouvernement du Québec ne donne pas l'impression d'être rigoureux et engagé pour l'application de la laïcité. Quatrième enjeu, c'est la question de financement. Une réflexion s'impose sur les modalités de contrôle des financements publics accordés aux organismes, OSBL, impliqués dans la francisation et intégration des nouveaux arrivants. Actuellement, d'après mes recherches personnelles sur terrain, ces fonds proviennent principalement du gouvernement fédéral et de la ville de Montréal, laissant le gouvernement du Québec sans levier significatif pour exiger la transmission des valeurs québécoises fondamentales telles que la laïcité et l'égalité entre les sexes. Dans tel contexte inquiétant, des questions légitimes se posent. Quelles conditions le gouvernement fédéral et la ville de Montréal imposent-ils actuellement à ces organismes pour l'obtention de financements, à part de la politique de l'EDI? Et quelle autorité surveille les sources de financement étrangères destinées aux lieux de culte prosélytes et à leurs campagnes publicitaires impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux au Québec? Une concertation existe-t-elle entre les autorités fédérales, provinciales et municipales à cet égard? Je ne crois pas. Dans mes recherches, j'ai retrouvé qu'en 1991, Ottawa avait accordé au Québec des pouvoirs pour gérer l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Mais, je ne vous cache pas, je n'ai pas de connaissances sur les évolutions historiques, donc je ne peux pas vous expliquer comment se fait-il qu'en 2025, nous sommes rendus là. Je souhaite que certains journalistes s'intéressent à mener des enquêtes approfondies sur ce volet si urgent. Je crains que ça sera la seule façon de mettre la pression sur les politiciens afin de réguler cette question. D'ailleurs, pour vous sensibiliser sur l'importance de ce volet, je vous réfère au rapport sorti la semaine passée sur le frérisme en France. Cinquième enjeu. Les dimensions inédites du communautarisme islamique et de l'entrisme islamiste.
Je pouvais vous en parler juste une heure sur ce volet, sur les réseaux de l'endoctrinement, le mécanisme de l'entrisme islamiste et l'imposition du communautarisme islamique par les OSBL et l'ensemble de leur comportement organique dans les différentes phases de la colonisation douce. Mais ici, on fera un survol. Tout d'abord, ça vous prendra une petite introduction sur la vision du monde islamique. Vous savez, l'islamisme est une doctrine réfractaire aux droits de l'homme, à la laïcité, au féminisme, à toute forme moderne de gouvernance comme état de droit, la séparation des pouvoirs, la démocratie, tout ce que vous voulez. L'islamisme est profondément réfractaire. Il résiste farouchement à l'altérité et il rejette spontanément ce qui échappe à son cadre normatif coercitif. Or, paradoxe troublant, c'est que, j'aurais aimé que Haroun Bouazi soit là, dans sa construction de l'autre, l'islamisme ne tolère ni distance ni réciprocité. Il exige une soumission totale, sans délai inconditionnel. Et lorsque cette soumission tarde ou se refuse, tous les leviers communautaires, identitaires, sociaux, voire coercitifs, intimidation, harcèlement, agression, violence, sont solidairement mobilisés pour l'imposer. Le mot solidaire, c'est très, très important. N'oubliez pas ça. Dans cette logique, l'harmonie n'est envisageable qu'à travers de l'alignement total. Faute de cela, ne subsiste qu'au conflit et à l'effacement existentiel. Quelle belle illusion de choix! Le cadre normatif de l'islam, ici je parle de l'islam et non pas de l'islamisme. Le cadre normatif de l'islam est très hermétique et imperméable. Ayons le courage et faisons preuve de la maturité pour faire face à cette réalité amère. N'ayons pas d'espoir de transformer ce cadre. Les Iraniens ont essayé depuis 14 siècles, ça n'a pas marché. La parole d'Allah ne se transforme pas. La parole d'Allah est intemporelle et universelle. Nous sommes ici face à une conception du monde où l'ordre établi par Allah prime sur la liberté de ses sujets, les êtres humains. Nous sommes ici face à une conception du monde où l'autorité islamique prévaut sur le dialogue. Soyons lucides. Qui sommes-nous, nous les kuffars, nous les mécréants, pour dialoguer ou négocier avec Allah? Nous sommes ici face à une conception du monde où la soumission, attention, je n'emploie pas le mot obéissance, je dis la soumission, c'est très différent. La soumission se substitue à la reconnaissance et au respect mutuel. La doctrine de l'islam est une matrice idéologique politique qui entre en collusion frontale avec les idéaux, les fondements humanistes, universalistes, égalitaires et démocratiques de la société québécoise. Tout comme le communisme, l'islamisme est une vision organiciste dans laquelle l'individu se dissout dans le corps du clan, du tribu, de l'umma, auquel il doit loyauté, mais surtout conformité. Maintenant, parlons du communautarisme islamique. Lorsqu'on évoque le communautarisme islamique, on désigne un ensemble organique, complexe et autosuffisant, où il se trouve des dynamiques
comme le culte du chef, guide suprême, imam, téléprédicateur, et d'autres dynamiques comme la répression, le contrôle de l'information et sa circulation, l'ingénierie du langage, par exemple, des formes, il utilise souvent des formes rhétoriques sophistes, les manipulations symboliques, hijab, halal, excision et d'autres. Et de l'autre côté, il y a des dynamiques comme les sanctions, l'intimidation et les représailles systémiques et systématiques, solidaires contre ceux et celles, mais plutôt celles, qui osent de s'écarter de la norme et du cadre islamique. Le communautarisme islamique ne manque pas de créativité ni de générosité pour asseoir son influence. Dernièrement, j'ai reçu 2 témoignages. Dans certains quartiers à Montréal, il y a des propriétaires qui offrent certains pourcentages de rabais sur le loyer à condition que les femmes et les filles de leurs locataires portent le hijab. C'est pas un hasard. C'est une stratégie et vous pouvez extrapoler ça dans plein d'autres domaines. Fidéliser, puis après imposer des normes pour étendre et enraciner un écosystème sophistiqué et difficile à démanteler. C'est bien documenté qu'en Europe, d'ailleurs j'ai le livre de Mohamed Sifawi avec moi, c'est bien documenté en Europe, leur réseau tentaculaire accompagné par les complices de la gauche radicale. Ils investissent les quartiers défavorisés sous prétexte d'entraide. Des services sociaux par les biais des OSBL collabos qui reçoivent du financement public. Nous, on paye pour financer le communautarisme islamiste. Autant au niveau fédéral que municipal à la ville de Montréal. Et sachez que derrière les services généreux du communautarisme islamique se cache une évidence, l'exigence de conformité aux normes sociales islamiques. Rien de gratuit dans ce monde, n'est-ce pas? En Occident, on oublie souvent que Mahomet était un salesman, un homme d'affaires qui maîtrisait l'art de deal. Effectivement, dans tel écosystème, l'intégration à la société d'accueil est abandonnée au profit d'un enracinement idéologique et identitaire. Je constate personnellement beaucoup de parallèles avec les stratégies politiques du Québec solidaire et les filles en France. Ça a l'air gagnant-gagnant pour les 2 parties. Étant dit, à mon sens, confier l'intégration des nouveaux arrivants à des organismes dominés par les militants woke, islamo-gauchistes, islamo-wokistes du QS et du NPD, particulièrement à Montréal-Nord et à l'est de l'île, c'est abandonner le Québec. Pour ne pas dire, c'est un acte irresponsable et suicidaire. La seule issue est que le gouvernement du Québec reprend le contrôle de financement de ces organismes et que nos services de sécurité nationale coupent les canaux de financement externes. Il n'y a qu'une façon de combattre le communautarisme islamique, assécher leur financement. J'avoue, c'est un immense défi quand même. Maintenant, regardons l'entrisme islamiste. Contrairement au communautarisme islamique qui vise la masse, les familles et la majorité des musulmans par biais des services sociaux, l'entrisme islamiste ne prend pas la rue. Il infiltre les lieux de pouvoir. Sa cible est
d'influencer les décideurs, les journalistes, les élus, les institutions de l'État, les conseils d'administration des syndicats et des organismes, ainsi que les partis politiques à tous les niveaux, en usant tous les moyens possibles. Et je dis tous les moyens possibles. Apparemment, en Occident, on comprend assez vite que tout est achetable et il y a un prix pour tout. L'entrisme islamiste s'appuie sur les djihadistes intellectuels, une élite soigneusement formée dans les écoles islamiques ou coraniques, composée d'orateurs chevronnés, de stratèges du discours et de réseautage. Regardez Tariq Ramadan, regardez tous ces personnages. Au niveau rhétorique, il n'y a pas d'équivalent chez les Occidentaux. Ces djihadistes intellectuels manient un système de récits redoutablement sophistiqué, articulé autour de deux leviers principaux. Les récits victimaires et prolétaires, quand ils sont dans une position de faiblesse, et deuxième, c'est la tactique de martyr. D'où vient en fait la base principale de la vision islamique qui est une mentalité militaire. Ces djihadistes intellectuels commencent par des revendications et des provocations. D'abord, pour tester les limites. Suite aux revendications et aux provocations, il s'attend à deux types de réactions. Réaction hostile et repoussante ou l'indifférence. Si une réaction hostile survient, alors on active immédiatement les récits de victimisation, puis on connaît la cassette, l'islamophobie, la xénophobie, le racisme, l'impérialisme, le colonialisme, le capitalisme, et jusqu'à la fin. Cela permet de rallier des soutiens de la gauche radicale non musulmane, les fameux bien-pensants idiots utiles, autour de la cause, en invoquant la solidarité. Stratégie redoutablement efficace, surtout, attention, surtout dans les sociétés marquées par l'héritage catholique et les mouvements identitaires de gauche prolétaire. Deuxième cas, si l'indifférence domine, ces djihadistes intellectuels, ils changent de registre. On passe à l'offensive, on attaque, on avance, on s'oppose en position assumée d'un éventuel martyr. Martyr, c'est la figure de la puissance. La stratégie de martyr est un indicateur de la mentalité sacrificielle. La puissance est manifestée dans le sacrifice de sa propre vie ou celle de ses enfants pour Allah, tout en affichant qu'Allah n'a pas donné cette force de sacrifice à n'importe qui, mais à ses sujets élus. Le mot d'ordre de l'entrisme est clair. Avancer masqué, progresser par petits pas avec détermination et constance, jour après jour, infiltrer lentement mais méthodiquement, en introduisant graduellement des transformations subtiles mais continues dans vos milieux de vie. Revendiquer des faveurs ponctuées et des accommodements subtils, imposer chaque jour de légers changements jusqu'à transformer en profondeur vos milieux professionnels. Et si vous n'êtes pas capable à faire tout ça, au moins, restez solidaires et collaborateurs avec vos frères et vos sœurs djihadistes. Nous faisons tous partie de la nation de l'islam, de l'Ummah. Je conclus sur ce volet. On observe une progression du communautarisme islamique et par conséquent
conséquent l'entrisme islamiste dans plusieurs réseaux, organismes socioculturels, les institutions, centres pour femmes et pour jeunes. Cette tendance est amplifiée par la logique de ghettoisation inhérente aux politiques multiculturalistes canadiennes. L'entrisme islamiste dans les garderies, les écoles, les cégeps, les universités, les arrondissements municipaux et même les syndicats pose la question de la gestion des revendications identitaires et prosélytes et son éventuelle portée à l'avenir. Espaces de prière, codes vestimentaires, exigences alimentaires. Et je me pose cette question au sujet des syndicats. Devons-nous négocier ces éléments dans chaque convention collective? Ou la société québécoise doit-elle se doter d'une approche universelle fondée sur la laïcité? Le but du communautarisme islamique et l'entrisme islamiste est d'affecter et de troubler la cohésion sociale. L'Europe en témoigne. Aussi longtemps que le communautarisme sera consolidé par les paradigmes politiques tels que le multiculturalisme et les politiques d'équité, diversité et inclusion promues par les instances fédérales et municipales à la ville de Montréal, souvent guidées par rien d'autre que des logiques électoralistes et du clientélisme. Le défi de la cohésion sociale restera d'une ampleur considérable. Sixième enjeu, la gestion de l'espace public. Personnellement, arrivée d'un pays comme l'Iran, j'imaginais et je prenais pour acquis qu'en Occident démocratique et libéral, tous les citoyens ont droit d'accès, d'usage et droit à la jouissance de l'espace public, sans discrimination et sans considération ethno-religieuse privilégiant un groupe particulier. Dans le contexte de l'occurrence perpétuelle des prières de rue depuis plus d'1 an et demi et des manifestations agressives et incessantes à Montréal, une question fondamentale se pose. Bien que certains citoyens musulmans tiennent à l'utiliser l'espace public aux fins rituelles, aux fréquences très rapprochées, est-il raisonnable que leurs droits soient conditionnés par l'intérêt général, par le souci pour l'ordre public et par le respect pour la liberté de l'autre qui est kafir? Où se trouve alors le pilier de la citoyenneté démocratique si nos autorités sont incapables de le faire respecter? Comment explique-t-on que la mairesse de Montréal, ainsi le chef de police, ne qualifient pas ces fréquences exagérées, ces occupations régulières, ces mots d'ordre intimidants et chargés, ces cris de ralliement dans d'autres langues que le français et l'anglais, comme de troubles à l'ordre public? Comment se fait-il? Et enfin, est-ce que, au niveau du gouvernement du Québec, il y a des limites prévues par des lois? S'il vous plaît, dites-moi, quels paliers gouvernementaux sont-ils responsables de réguler cette question? Le sixième enjeu, c'est la gestion de l'espace public. Pardon. Ça, c'est septième. Septième enjeu, comment réguler le symbolisme prosélyte envahissant? Normand Baillargeon, dans son œuvre Devoir d'éducation, sortie en 2020, insiste sur la nécessité de distinguer clairement l'espace privé, public et civique, des distinctions cruciales dans toute société aspirant à la cohésion et à la justice.
les espaces qu'on pourrait qualifier des espaces civilisationnels. Et j'insiste sur ce mot civilisationnel. Je ne sais pas si avant moi, quelqu'un d'autre a fait cette distinction-là. Je ne suis pas au courant. Mais personnellement, je tiens à distinguer clairement l'espace civique de l'espace institutionnel ou étatique. Pour moi, ce n'est pas un détail anodin. Et savez-vous quel événement m'a fait prendre conscience sur l'importance de cette distinction-là? Avez-vous une idée? Ah. C'est la poursuite judiciaire de la FAE contre la loi 21. Vous voyez? C'est à partir de là que j'ai commencé à creuser plus profondément les frontières et les limites entre ces deux espaces, espace étatique et espace civique. L'espace étatique n'encadre pas l'espace civique. Voici ce qui explique la raison pour laquelle la laïcité, là je vais vous choquer, mais c'est à partir de là que c'est vraiment mes idées à moi. La laïcité, sous sa forme actuelle, même en France, est très loin de pouvoir encadrer la machine impressionnante du prosélytisme islamiste dans l'espace civique. Le concept actuel de la laïcité, qui est la neutralité religieuse de l'État, est incapable de penser les rapports de force entre le communautarisme islamiste, l'entrisme islamiste et l'État. Par conséquent, l'État n'est pas outillé à gérer les tensions générées par les leviers civiques à cet égard, que ce soit les OSBL, les syndicats, les associations de grassroots comme les centres islamiques, les mosquées. Il n'y a pas d'outils. Dans le cas de la FAE, nous sommes face à un syndicaliste civil qui a pu exercer une pression institutionnelle. De toute façon, on s'entend que le syndicalisme a carrément un pouvoir institutionnel lorsqu'il négocie des conventions collectives. Voilà la raison de mes inquiétudes. Je vous raconte, ça m'a été partagé dernièrement, ça fait peut-être même pas un mois. Ça, on l'avait appris dans notre éducation islamique en Iran. C'est sûr qu'en Iran, on se moquait de cette affaire-là, mais s'il y a un homme et s'il y a une femme qui est assise sur une chaise, après qu'elle s'enlève, un homme musulman ne doit pas s'asseoir sur la même chaise. OK? Mais puisque le chiisme est un peu plus équilibré que le sunnisme, et un peu plus moins dur, les mullahs, les ayatollahs en Iran, ils disaient il faut s'attendre pour que la chaise soit refroidie parce que la chaleur du corps du femme, ça peut te stimuler, des affaires comme ça. Et on se moquait de cette affaire-là en Iran. Mais il y a quelques semaines, quelqu'un m'en a parlé, il y a des chauffeurs de STM à la ville de Montréal qui n'acceptent pas s'asseoir sur la siège sur laquelle une chauffeuse avant eux était assise. Puis ils demandent d'avoir un autre autobus. Là, c'est pour ça que je vous parle du syndicat. Là, on embarque dans la ségrégation des chauffeurs et des chauffeuses d'autobus qui va finir par la ségrégation sexuelle des autobus, ce qu'on vit actuellement en Iran. Je m'excuse, je me suis... Alors, imaginons à quel point on a du pain sur la planche au Québec. Hein? Bon, ça là, ça me choque là. C'est pas vrai qu'on a tant souffert d'immigrer au bout du monde puis de laisser nos familles pour vivre les mêmes affaires ici. C'est ça qui me choque. Le 8e enjeu. Comment gérer
les provocations engendrant le chaos et le désordre. Vous savez que j'ai infiltré l'événement du Québec solidaire à Montréal en hijab et en niqab quand Jean-Luc Mélenchon est passé. Et j'étais témoin, puis je peux vous trouver même après le moment, parce qu'ils l'ont partagé le vidéo sur Internet, le moment exact de cette phrase-là. Jean-Luc Mélenchon dit à Rouba Ghazal, en fait, donne un conseil à Rouba Ghazal et aux militants du QS en disant « provoquer, provoquer, provoquer ». Ils ne peuvent rien faire. Alors, le chaos, le désordre et la destruction sont des outils légitimes des révolutionnaires, entre autres les révolutionnaires islamistes et des militants islamo-gauchistes ou islamo-wokistes. En islamisme, l'usage de tous ces moyens est encouragé, voire légitimé, si les choses ne se déroulent pas comme on veut. D'ailleurs, en Occident, on pense que cette idée vient de Trotsky qui dit le but justifie les moyens, mais ça existait depuis le début en islam. Trotsky? Chomsky, ok. Ça existe au moins depuis Jules César. Exact. Le but justifie les moyens. Machiavel. Mais l'islam, c'est avant Machiavel. Hein? Oui, bien sûr. Désolée. Pas de problème. 9. Neuvième enjeu, les deux leviers puissants de l'islamisme est renforcé par le multiculturalisme et le wokisme. L'aspect identitaire et l'aspect prosélyte. Et leur outil suprême est le symbolisme. Je ne rentre pas, le symbolisme joue un rôle central dans la doctrine de l'islam, un outil très très important. J'en ai déjà publié des posts sur mon Facebook, mais je ne rentre pas dans le symbolisme, c'est un sujet super passionnant, ça peut nous prendre 2 heures, fait que je ne rentre pas là-dedans, mais sachez que c'est grave, là, c'est profond. OK. Hop. Ça c'est... 6. OK, 10. OK, le dernier enjeu, c'est, comme vous voyez, la question de gouvernance. On constate, au moins je constate, et je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui constate, un déficit préoccupant de rigueur intellectuelle, de courage politique et de compétences rhétoriques chez la majorité de nos politiciens, nos élus, nos décideurs à tous les niveaux de gouvernance. Je répète, rigueur intellectuelle, c'est incroyable. C'est rendu idiocratie. Je suis vraiment... cette compétence rhétorique-là, ça fait une différence. Alors, les islamistes, ils sont vraiment outillés. Je ne comprends pas, en tout cas. Trop souvent, la paresse intellectuelle, l'aveuglement volontaire, la complaisance, la compromission ou le laxisme prennent le pas sur une gestion ferme, responsable et éclairée des enjeux liés à l'influence croissante du communautarisme islamique et l'entrisme islamiste. Oui. Bon, ça, c'est un enjeu de gouvernance, puis on est dans démocratie, mais quand les gens qui sont présentés, c'est ça, il faut choisir parmi eux. Hein. Alors, regardez ces 2 univers. Je vous présente l'univers islamique, comme un cercle, et l'univers moderne. Quand je parle de l'univers moderne, cet univers moderne, il peut être l'univers occidental ou oriental. Quand je parle oriental, je parle de Taïwan, de Japon, de Chine, de Hongrie, de la Russie, de l'Inde, exactement. Alors,
au 20e siècle, au sein, là j'ai besoin de ça, ok. Vous voyez, ça c'est l'univers islamique, ça c'est l'univers moderne, occidental ou oriental. Au XXe siècle, au sein des États, des pays musulmans, certains autocrates ont essayé de moderniser l'univers islamique. Ok? Comme Atatürk, comme le père de Shah, puis tous ces gens-là qui ont été des autocrates, je les appelle les dictateurs bienveillants, qui ont essayé de moderniser ces pays-là. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, le but, c'est plutôt islamiser l'univers moderne. OK? Ça, c'est depuis la révolution islamique en Iran en 1979, c'est là que tous les malheurs ont commencé. Ça, c'est la mission planétaire, islamiser l'univers moderne. Mais, je pose une question, puis je laisse là parce que cette question, ça mérite une réponse toute une heure ou 2 heures. Mais réfléchissez là-dessus. Pourquoi observe-t-on une percée plus marquée de l'islamisme en Occident alors qu'un phénomène comparable ne semble pas se manifester au pôle oriental, comme au Taïwan, Japon? C'est pas vrai que tout l'Orient, c'est des pays non démocratiques. OK? Alors, réfléchissez, puis à un moment donné, je vais vous en parler pendant 1 ou 2 heures avec grand plaisir. Hein? On n'a pas une réponse courte à ça. Non. Désolée, c'est ça. Je suis un bon. C'est une autre conférence, madame. Pardon? Une autre conférence. Ouais, je peux en faire 10 autres, c'est cool. OK. Maintenant, regardez cette image. C'est très important. J'ai beaucoup pensé à vulgariser les concepts parce que je sais que c'est très complexe et c'est pas très fun. Hein? Ici, le centre de cette cercle-là, c'est l'année 610. C'est l'avènement de l'islam à la Mecque. OK? 610. Ça a passé 10-12 ans et Mahomet était à la Mecque. OK? Maintenant, à partir de 620-622 jusqu'à 2025, on a un autre monde. C'est important de faire la différence et avoir cette image dans la tête quand on parle de l'islam, l'islamisme, parce qu'après, je vais continuer, vous allez voir pourquoi c'est important. Moi, j'appelle ces premiers 10-12 ans, pas que moi, là, c'est tous les penseurs, puis c'est quelque chose de très connu dans le monde, c'est que ces premiers 10-12 ans, c'est la spiritualité islamique. Ces 10-12 ans, c'est équivalent à la Bible, à la totalité de la Bible, dans le sens que si la Bible, c'est la spiritualité islamique, si la Bible, c'est la spiritualité chrétienne, ces 10-12 ans et les versets coraniques de ces 10 premières 10-12 ans, c'est équivalent à la spiritualité, à la relation personnelle de Mahomet avec Allah. À partir de 622 à 2025, ça fait un peu plus que 1400 ans. OK? Nous ne sommes plus dans le monde de la spiritualité islamique. Nous ne sommes plus dans la religion. Nous ne sommes plus dans la relation intime entre le croyant et l'Allah. Et voilà qu'ici, 7400 ans qui a donné une entité. Puis d'ailleurs, pendant plusieurs années, Mahomet était en vie, puis le reste du Coran est passé dans cette période-là. C'est ça que moi j'appelle l'islamisme. Ça veut dire l'islam politique. OK? Alors l'avènement de l'islam est à 610. Si on regarde les textes sacrés
les premiers 10-12 ans avant la migration du prophète à la Médine, qui était la ville des Juifs, on constate qu'on est plutôt dans un monde spirituel. À 622, Mahomet a migré de la Mecque à la Médine, d'où vient cette croyance que la migration de musulmans est une tradition du prophète pour étendre le message d'Allah. Ça fait partie, la migration, ça fait partie de la sunna. Donc, c'est depuis 14 siècles que l'islam est grandement teinté par l'aspect politico-juridico-militaire. Il ne faut surtout pas réduire l'islam à son aspect très minimal de spiritualité. D'ailleurs, ce genre de tactique anesthésiante est largement utilisé par les djihadistes intellectuels afin de laisser passer l'islamisme sous le radar. Soyons vigilants. En se présentant supérieur au judaïsme et au christianisme, l'islam s'approprie le sceau des religions. Conséquemment, l'éducation islamique, la même forme qu'on a aujourd'hui dans nos écoles ici à Montréal, apporte un genre de vision divine de suprématie. Suprématie morale, spirituelle et surtout identitaire. Une autre évidence est la hiérarchisation des statuts de l'homme selon sa foi. Et je vous réfère à la charia, c'est des choses qui sont dans le Coran. L'éducation islamique pousse les croyants à avoir recours aux actes ségrégatifs afin de garder leur milieu de vie pur, exempté des impuretés et des contaminants. Et je ne vais pas plus loin. Donc, l'islamisme est une idéologie ségrégationniste. L'islam s'affirme comme une religion universelle. Puis le jeu de mots, là, des fois, ça m'écoeure parce que quand on dit au Québec, on a une mentalité universaliste, les djihadistes intellectuels, si vous voulez parler, vont dire, mais l'islam aussi est universel. Mais c'est vrai, l'islam s'affirme d'être universel. Mais le concept de l'universalité en islam, ce qui veut dire, ça n'a rien à voir avec l'universalité qu'on parle, mettons, au Québec. Écoutez-moi, vous allez être épatés. L'islam s'affirme comme une religion universelle. Comment? L'islam dit que tous les enfants du monde sont nés musulmans. Mais c'est par après, en fait, tous les enfants du monde sont prédisposés à l'islam par nature. Et une des évidences qui disent, c'est que le mot Allah se trouve dans l'oreille de tous les enfants, de tous les humains, parce qu'on était prédisposés, c'est la signature d'Allah, c'est dans l'oreille. L'incroyance à l'universalité de l'islam impose des nouvelles dimensions inédites aux pratiques de prosélytisme. C'est l'aspect intellectuel qu'on ignore royalement en Occident. C'est que tous les enfants sont nés musulmans. Après, par une mauvaise éducation, dans une mauvaise atmosphère de kuffar, ils sont défaits du chemin droit d'Allah. Vous voyez quelle force que ça donne au prosélytisme islamique. L'islam est une doctrine expansionniste, hégémonique, ségrégationniste, avec donc suprémaciste, qui compte sur le militantisme de type grassroots, de bas en haut, en usant l'arme la plus fatale que l'homme a inventée. C'est quoi? C'est quoi? Non. La séduction, ça prend cette arme-là aussi, que je trouve, en Occident, on n'est pas bien... C'est la parole. OK?
c'est l'arme la plus fatale que l'homme a inventée, c'est la parole. Alors, c'est Marc Bonin qui dit ça, mais j'adore. Anyway. Donc, la parole et l'éloquence. L'islam, c'est pour ça que la langue arabe, il y a une importance centrale. La langue arabe, c'est impressionnant. C'est une langue super, super puissante. Et je n'ai pas vu d'autres langues qui puissent remplacer la langue arabe. Et si l'islam a pu prendre le monde, c'est pour ça qu'ils disent qu'Allah, il ne parle pas qu'en arabe, il faut apprendre l'arabe. Dans leur colonisation, ils ont arabisé tous les pays, puis ils imposent leurs termes arabes. C'est que l'éloquence que l'arabe porte, ça ne se trouve pas souvent dans des autres langues. D'ailleurs, j'ai publié des posts Facebook là, sur les différents termes depuis quelques années. Des fois, si vous regardez, j'explique. Moi, je suis d'origine iranienne, je ne parle pas arabe. On connaît juste Farsi, le persan, ce n'est pas arabe. Mais quand même, j'ai une bonne idée. Donc, l'islam exploite les formes rhétoriques présocratiques. Ce qu'on a en Occident, on est complètement désoutillé de ces formes rhétoriques-là parce que nous, on est concentré sur les formes rhétoriques après-socratiques, platoniciens et l'héritage chrétien qui divise le monde entre mauvais et bon, et la justice des choses équivaut à la justice des choses. Tandis que les islamistes, la pensée islamiste, il va aller vers Protagoras, Gorgias. C'est comme ça qu'ils pensent. Je ne sais pas si ces gens-là, ils ont accès à ces mentalités-là, mais de toute façon, les méthodes, c'est pareil. L'islam croit que c'est la force de l'argument qui détermine sa justesse et non pas qui détermine sa justice. Je répète, la force de l'argument détermine sa justice et non pas sa justesse. OK? Qu'est-ce qui donne une force à un argument? C'est des émotions. La force est un produit dérivé des émotions fortes comme la colère. Fait que dans la mentalité islamique, si vous voulez avoir toujours raison, il faut démontrer la force de votre argument par susciter des émotions de votre interlocuteur. Ça peut être la tristesse, ça peut être l'impuissance, ça peut être la colère, tout ce qui va aller chercher des émotions fortes. On s'en fout de la justesse, mais c'est la force de l'argument qui compte. C'est exactement ce que les sophistes comme Protagoras, Gorgias, ils disaient. Puis c'est une technique que nos avocats, ils utilisent. Aux autres, ils connaissent, puis ils l'utilisent dans les cours. Et voilà pourquoi l'islam, l'État, c'est un État, les religieux sont des juristes. En islam, on n'a pas avocat puis juge. Les deux sont pareils. C'est vraiment ancré dans la nature de l'islam. C'est ce côté argumentaire qu'on voit ici dans le monde, plus dans le monde des avocats. L'islam est un projet sociopolitique, militaire, juridique, socioculturel et identitairement suprémaciste qui présente des cadres stricts afin de régir pas seulement toutes les sphères de la vie privée, mais surtout celles de la société. Islam dans le Coran présente des cadres pour l'administration publique, les finances publiques, les relations diplomatiques, les cadres juridiques, civils et pénals. J'ai su, il y a 2 jours, après la sortie de ce rapport en France, que effectivement le frérisme affiche que le Coran, c'est leur constitution. J'avais déjà entendu que les musulmans, nous, on a eu notre constitution pour l'homme il y a 14 siècles, mais apparemment, le frérisme, c'est officiel. La question qui se pose, comment interpeller, dialoguer, interagir
avec une doctrine façonnée par des volts identitaires à visée suprémaciste, où l'altérité non islamiste est perçue comme une menace à soumettre, voire à effacer, alors même qu'elle joue habilement elle-même le rôle de victime, d'opprimée et de prolétaire. Comment faire avec ça? Je pense que pour démêler ça, ça va être le plus grand défi de l'humanité au XXIe siècle. Au moins, le plus grand défi de l'Occident au XXIe siècle. Attendez. Ah non, avant ça. Ça, c'est trop cool. Avant ça, je n'ai pas fini encore. Alors, j'en profite du même occasion pour vous présenter les phases conséquentes de la colonisation islamique. Je sais que dans toute la littérature a été toujours utilisé le mot a été toujours utilisé plutôt le mot la conquête islamique, mais moi je tiens à utiliser le vrai mot qui est la colonisation islamique. Pourquoi? Parce que je suis née en Iran, je suis une Perse, je suis héritière de l'histoire des Perses qui étaient des grands conquérants, mais ils étaient des conquérants et ils n'étaient pas des colonisateurs. Comme des Mongols, ils étaient des conquérants, mais pas des colonisateurs. Qui est colonisateur? Colonisateur, il arrive, il impose sa langue, il impose sa religion, il impose sa culture et il doit effacer tout ce qui avait été avant. Les Perses, ils ont été des grands conquérants. Les Mongols, Genghis Khan, était un grand conquérant. Ils n'ont jamais colonisé aucun peuple. Tous les peuples, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leur culture, ils ont gardé leurs coutumes, mais l'islam et peut-être avant ça, les Romains qui ont été chrétiens, qui ont commencé à faire ça, sont parmi les seuls premiers colonisateurs. Fait que je comprends que dans toute la littérature, c'est la conquête islamique, mais moi je tiens surtout depuis que je vois ce mouvement, le décolonialisme, je tiens vraiment à utiliser le vrai mot qui est la colonisation islamique. Donc, alors, ici, c'est des différentes phases de la colonisation islamique. Et c'est comme ça que l'islam, dans tous ces textes sacrés, ces hadiths, tout ce qu'on a, il qualifie les différents territoires dans le monde. Dar al-Kufr, la terre de la mécréance. Dar al-Ahd, la terre du pacte, la terre du contrat. Dar al-Harb, la terre de la guerre, et Dar al-Islam, l'accomplissement de la mission divine, qui est la dernière phase de la colonisation. Maintenant, d'après vous, quel facteur détermine l'avancement à partir de Dar al-Kufr vers deuxième phase, troisième phase et quatrième phase? D'après vous, c'est quel facteur qui détermine ça? Je ne comprends pas très bien la question. OK. C'est que quel facteur social qui fait en sorte que Dar al-Kufr, ça veut dire la terre de la mécréance. OK. C'est comme le Québec, il y a 50 ans, c'était la terre de la mécréance. Il y a 50 ans? Ouais. L'immigration, non? Immigration, oui, mais c'est pas ça la réponse. Aujourd'hui, Québec, c'est Dar al-Ahd. Ce n'est plus. Il est rentré dans la deuxième phase, qui est la terre du pacte. Et la France, Belgique, il est pas mal rentré là. C'est pour ça qu'on voit les Français parler de la guerre civile. Ben, ça fait plusieurs années qu'ils parlent déjà de guerre civile. Exact. Le facteur qualitatif et déterminant de ces phases, et la progression de ces phases, c'est le facteur démographique.
L'immigration, il fait partie. Le nombre. La démographie. La démographie. Donc, l'immigration, il en fait partie, mais l'enfantement aussi. OK? C'est pas juste l'immigration. Les conversions aussi. Ouais. C'est plus les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont convertis en islam, d'habitude. Ou les femmes, pas le cas des femmes, hein? Je parle des hommes. Les femmes, c'est vraiment des problèmes financiers. Dar al-Kufr, la terre de la mécréance. Les musulmans sont considérablement en minorité. Donc, l'islam leur dit, il y a des jurisprudences. Il faut suivre les deux jurisprudences. Celui de la minorité et celui du peuplement, qui sont tous les deux sous les catégories de la jurisprudence de Ruse. La jurisprudence de la minorité invite les musulmans à s'adapter entièrement à la société d'accueil. OK? Alors, ça, c'est la phase Dar al-Kufr, quand on est très, très minoritaire. Il ne faut pas mettre le hijab. OK? Et, selon la jurisprudence du peuplement, l'enfantement, c'est le djihad des femmes musulmanes. Oui. Et ça que je vous dis là, les références c'est déjà là. C'est sûr que moi aussi je connais, c'est mon éducation islamique, mais les références sont là. Mohammed Safavi, son livre Sifavi, son livre Taqiyya. Donc, il faut patienter pour arriver aux deuxième phase, qui est Dar al-Ahd. C'est la terre du pacte, une phase où le potentiel de concrétisation de la mission se relève de plus en plus envisageable et tangible. Les conditions semblent réunies, les conditions démographiques et les conditions politiques. Au niveau collectif, une fois rendu à cette phase plus sécurisée, certains signes d'affirmation identitaire se manifestent publiquement. Quelle est la devise, comme les prières de rue, comme le hijab, comme le niqab, tout ça? Quelle est la devise dissuasive? Parce que toutes ces méthodes-là, en islam, c'est des méthodes dissuasives. Et le message ultime à communiquer aux kuffar, l'autant que le territoire ne soit pas régi par l'islam et les lois d'Allah, la charia, nous allons semer le chaos. Mais, je me demande toujours, pourquoi donc les pays au Moyen-Orient, déjà sont des Darul Islam, vivent toujours en guerre et en chaos? Ça, c'est une autre question. Il faut toujours poser aux imams et aux musulmans qui pensent, qui croient comme ça. Troisième phase, c'est Dar al-Harb. Là, c'est le temps. C'est le temps de confrontation directe. On y va, on revendique, on veut ça, on met la pression. Alors, on voit le phénomène du séparatisme des banlieues, à Paris, tout ça, puis Belgique, Suède, l'Angleterre est finie, là. La vitesse à laquelle ces phases progressent est déterminée par le facteur démographique. Encore, je répète et je répète. Ah, je suis désolée, hein. Mais en tout cas, ça, c'est un article super intéressant. Je l'ai trouvé il y a 2-3 jours. Je n'ai pas eu le temps encore de lire, mais je trouvais ça intéressant de vous partager. Ça, c'est une grande étude qui a été faite, qui parle de portraits des musulmans d'Europe. OK? C'est des différents pourcentages qui se disent très religieux, qui prient à tous les jours, qui pratiquent une fois par semaine ou plus.
Tantôt, je parlais à mon homme, puis je disais, malgré tout ce qu'on voit de France, puis que toutes les chiottes, il y a des pays qui sont pires que France, comme l'Espagne, comme Belgique. 80 sont dits très religieux. 80. Regardez, Pays-Bas, c'est presque 77. Mais regardez, Bulgarie, ça fait partie de l'Orient que je vous parlais. Hein? C'est quoi le... Poland, c'est quoi? Pologne aussi. Vous voyez? Ça fait partie. Ben oui, ils n'ont aucun problème de l'islamisme en Pologne puis en Bulgarie. Mais c'est ça. Et on voit que vraiment, c'est les politiques du multiculturalisme. Que ça soit dans tous les pays anglo-saxons, l'Allemagne, un peu Belgique quand même, Danemark, Suède, Pays-Bas, Norvège, aux autres, sont tous des pays qui sont alliés sur la politique du multiculturalisme. Et la France, malgré qu'au niveau de frérisme, au niveau de population, au niveau de langue, parce que la langue, c'est le facteur essentiel. Hein? Tous les pays colonisés par la France sont des pays musulmans. Donc, malgré cela, je trouve que c'est pas si pire que ça. Ils chialent beaucoup, mais quand même, ils s'en sortent mieux que Belgique et les autres. En tout cas, ici, je vais vous parler un petit mot sur deux concepts. J'ai jamais parlé de ça, mais je prends mon courage en main et j'en parle. La volonté désespérée des Occidentaux de séparer le conte de l'islam de celui de l'islamisme. OK? L'esprit, comment j'interprète cette volonté, je le qualifie volonté désespérée. L'esprit démocratique et égalitaire qui croit au droit à la liberté individuelle au sein des sociétés occidentales a inventé cette séparation entre l'islam et l'islamisme par souci de civilité. Mais il a tombé dans une dérive. Pour une raison qui m'échappe, il essaie de réduire en permanence la doctrine de l'islam à son aspect marginal et minimal de spiritualité. Ça, la raison m'échappe. Qu'est-ce qui arrive aux Occidentaux qui sont incapables de faire face à la réalité? Telle séparation n'est pas envisageable ni en islam, ni dans les pays musulmans, ni dans la vision du monde de forte majorité des musulmans du monde. Nous, on ne reconnaît pas telle séparation-là et on s'en moque et on se moque des Occidentaux qui font telle séparation. Mais ici au Québec, moi, personnellement, par le souci de respecter l'esprit humaniste, égalitaire et des fois hypersensible de mes compatriotes, je respecte personnellement de faire cette différence-là. Mais sachez que c'est une différenciation artificielle. Je ne sais pas si ça vous fait du bien. Pas du tout. Mais je pense que ça fait du bien aux esprits un peu bien pensants des Occidentaux. Ça devrait être le cas, parce que sinon, pourquoi on s'accroche tant à ça? Est-ce que ce ne serait pas encore une ruse de l'islam? Non. C'est cette distinction. Non, ça n'existe pas en islam. Plus que quelqu'un y croit plus fortement, plus il va résister à cette séparation-là. Il n'y a aucun musulman qui connaît cette séparation-là. Ça n'existe pas. Dans le monde musulman, ça n'existe pas. C'est une invention des Occidentaux. Je suis d'accord, mais il y a des musulmans. Je vais vous laisser continuer. Mais il y a des djihadistes, oui, mais il y a des djihadistes intellectuels qui instrumentalisent cette vulnérabilité des Occidentaux pour faire passer l'islamisme sous radar. Je l'avais déjà parlé.
Mais c'est une vulnérabilité qui vous coûte cher, qui coûte cher aux Occidentaux. C'est ça qu'intellectuellement, je ne comprends pas. C'est pour ça que je parle de ruse. Oui, Voilà. oui. Oui, mais ça vient de la part des musulmans et des islamistes. Mais vous, les Occidentaux, que vous n'êtes pas musulmans, pourquoi vous tombez dans la piège? C'est ça ma question. OK. Bon. OK. Mais quand même, je respecte cette séparation-là. Dans toutes mes publications, je fais cette différenciation-là parce que je sais que je suis au Québec. Je fais affaire avec des cerveaux démocratiques. Vous êtes né dans ce monde-là, dans le même monde que je disais après Socratique, fait que ça fait partie de votre nature. Mais moi, comme quelqu'un qui est outsider, qui vient de l'extérieur, moi, je vois cette vulnérabilité-là. OK, ça, je l'ai fait à la main avant que... J'aurais pu, mais c'est compliqué, en tout cas. Fait que vous allez m'excuser pour ça. Ici, vous voyez le cercle A. Ce cercle A présente l'univers de l'islam. OK? Le cercle B, ici, c'est l'univers moderne de l'islam. Je ne parle pas de l'islam moderne, c'est d'autres choses. L'univers moderne de l'islam. Pardon? Non, c'est Mais attendez. Le cercle B, en tout, il y a une partie qui est à l'intérieur de l'univers de l'islam. Il y a une partie qui est à l'extérieur. Le cercle B, en tout, c'est l'univers moderne de l'islam. La partie C, ce qu'on appelle par erreur et par ignorance, sans savoir à quel point ça nous coûte cher ces termes irresponsables, comme l'islam radical, l'islam intégriste ou fondamentaliste ou tout ce que vous voulez, c'est pas ça. L'islam radical, fondamentaliste, rigoriste, intégriste, il a un nom. Ou bien c'est wahhabisme, ou bien c'est du salafisme. C'est ça. Donc, si on parle de l'islam intégriste, fondamentaliste, rigoriste, il faut le nommer wahhabiste ou salafiste, ça fait partie de ce monde-là. Mais il n'y a pas tout ce monde-là. Ce monde-là est a une caractéristique très importante, c'est que les gens qui font partie dans ce monde, ils croient fortement que l'islam, la parole d'Allah et le Coran est intemporel et universel. Donc, vous allez voir des musulmans qui n'ont pas de niqab, qui ne sont pas des salafistes et wahhabites, qui sont vos collègues de travail, mais qui vont dire qu'ils croient que l'islam est intemporel et universel. Ils font partie des gens ici. Ça veut dire leur mentalité est pétrifiée. OK? C'est ça le danger que quand je vous dis, oh, ils vont étiqueter, oh, avec le niqab, il est intégriste, fondamentaliste, et on ne s'en occupe pas. Oh non, non. Si vous connaissez un musulman qui dit que l'islam est intemporel, le Coran est intemporel, ça veut dire il est bon pour tous les temps. L'évolution, c'est impossible. Et qu'il est universel, ça veut dire partout sur la planète Terre, il faut l'appliquer universellement. Cette personne-là, il est ici. OK? Et ça, c'est Adil Sharkawi, c'est Amira El-Gawabi, et plein d'autres, c'est dangereux. Là. OK? La partie D, ça, c'est une partie qui me passionne énormément et je veux vraiment, ça va être ma première priorité si j'ai une autre occasion pour une autre conférence, de parler de cette partie-là que je l'appelle l'islamo-gauchisme occidental. OK?
Alors, ça aussi, c'est toutes mes idées, puis mes hypothèses, puis mes analyses. Je peux comprendre qu'il y en a qui vont... et puis, je prends toutes les questions. J'adore le débat. Ça ne me contrarie pas. Ça me fait réfléchir. Puis, je vous invite à me poser des questions, puis à me faire réfléchir. Ça va être mon grand cadeau. Le deal, c'est l'univers de l'islamo-gauchisme occidental. On va voir que c'est un univers, même s'il est temporaire et transitoire, c'est un médium très vital pour islamiser l'Occident. Sans ce médium de connexion, l'islamisation de l'Occident est impossible. Et le E, on ne va pas parler de E, mais ça aussi, c'est un sujet très passionnant. Au moins, je maîtrise l'histoire et le cas de l'Iran, que je peux vous en parler. C'est l'univers moderne de l'islam que encore, mais peut-être il faut inventer un autre terme, un peu plus, je ne sais pas, différent peut-être de ce terme-là, mais c'est quand même, ça reste islamo-gauchiste, chiite, comme le cas en Iran, ou sunnite, comme les mouvements, par exemple, panarabistes, comme OLP, les mouvements nationalistes panarabistes, laïques dans le monde arabe au XXe siècle, c'était des mouvements islamo-gauchistes sunnites au sein des pays musulmans. Les seuls pays musulmans qui n'ont pas passé au modernisme par le marxisme, c'est l'Arabie saoudite, c'est l'Afghanistan, Pakistan. Le reste du monde musulman y a passé par le marxisme pour arriver à la modernité. C'est ça, en fait, la racine de ce mot-là. Maintenant, regardons qu'est-ce qui présente l'univers de l'islam, à peu près 2 milliards sur la planète Terre. C'est comme ça que l'islam et le Coran, ils hiérarchisent et ils catégorisent les musulmans. Ceux qui sont en vert, ils vont aller au paradis, sont valorisés, et ceux qui sont en rouge, ils vont aller à l'enfer. Mais la beauté, c'est que ici, dans la même ligne, ils ont exactement le même comportement. Exactement le même comportement. Mais pourquoi il y a un qui s'en va au paradis puis l'autre à l'enfer? Parce qu'il y a un qui utilise les mêmes habilités et qui a le même comportement pour le gloire de l'islam, et l'autre qui a exactement le même comportement, mais qui va nuire à l'islam. Et de là, ça vient du relativisme judiciaire dans la code juridique islamique. OK? Ce que les Occidentaux n'ont aucune idée. C'est pour ça que je vous dis, ils sont inspirés énormément des gens comme Protagoras, tous ces sophistes qui ont fondé, en fait, le relativisme moral. Pourquoi? Parce qu'en judéo-christianisme, violer une femme ou voler universellement à n'importe quel, pour tous les humains, c'est moralement inacceptable. En islam, si tu violes, tu voles un musulman, c'est la même chose. C'est inacceptable. Et le code juridique, la charia est faite comme ça. Mais si tu violes et voles un non-musulman, c'est pas que c'est banalisé ou c'est normalisé, c'est encouragé. Parce que si tu violes une femme non-musulmane, si elle tombe enceinte, l'enfant 100% va être musulman. Et pour rentrer au paradis, chaque musulman, si il peut faire rentrer une autre personne, peut faire convertir ou créer une autre personne musulmane, il va rentrer au paradis. OK? Et ce type de relativisme judiciaire, est-ce que ça vous pensez à un événement au Canada? Yasmine Mohammed. Oui. OK? Yasmine Mohammed,
regardez le multiculturalisme canadien, à quel point c'est une catastrophe. Oui. Quand le système juridique arrive à un relativisme moral, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence avec la charia. La charia, c'est une code juridique, mais relatif à la foi de la personne. Mais aux autres, ils l'appellent ça relativisme culturel, pour ne pas dire... anyway. Bon, fait que, ici... Moutaji et Mounafig. OK. Mujahid. Alors, comment l'islam hiérarchise les musulmans? Comment il catégorise? C'est pas juste croyant, non croyant, c'est beaucoup plus complexe. Ou bien les musulmans sont engagés à deux niveaux. Ou bien sont des militants, sont des activistes, ou bien sont engagés au niveau intellectuel. Le volet intellectuel a une grande place en islam parce que le pouvoir de parole et l'éloquence a une grande place en islam, ok? Alors, s'ils sont militants, ils peuvent être des militants comme Daesh, Taliban, des militants vraiment armés, ou bien ils peuvent être des intellectuels. Les intellectuels, je les appelle des djihadistes intellectuels. Muttaqi, ils viennent du même mot que taqiyya. Muttaqi et taqiyya, c'est le même, ils ont les mêmes racines. Ça veut dire quelqu'un qui dissimule ses vraies intentions. Alors, Mujahid, il va être un activiste un activiste sociopolitique, un activiste socioculturel, ou il va être comme Daesh, Taliban, activiste militaire. Et Muttaqi, ça va être, il y en a plein à l'Institut de recherche, à l'Institut des études islamiques à McGill. Vous allez voir plein d'intellectuels là-bas. À McGill, Institut de... Ok, ouais, tu confirmes. Il faudrait les infiltrer. Ouais, fait que... Non, ils ne sont pas infiltrés. Ouais. Moi, je suis bonne là-dedans, hein, tu le sais. Fait que, donc, ça, c'est des intellectuels qui planifient, des stratèges qui vont voir, puis qui font la partie. En fait, ça, c'est des leaders. Ça, c'est les gens qui vont faire plus le travail de la rue. En revanche, à l'autre côté, on a exactement les militants qui vont nuire à l'islam. Vous le savez, quand on a eu la révolution Femmes, Vie, Liberté en Iran, il y a plein de monde qui sont allés dans les rues. Et on a eu beaucoup d'exécutions après. Ils ont tous été exécutés au nom de Mufsidul fil ard. Ça veut dire, Mufsid, ça veut dire quelqu'un qui corrompt la terre. OK? Alors, quand tu corromps la terre, c'est l'exécution. Alors, si tu es allé dans la rue pour te manifester, pour dire « Femme, vie, liberté, je ne veux pas de hijab », tu es en train de nuire à l'islam, tu es en train de corrompre la terre. Donc, tu es un mufsid. Moi, ça fait 14 ans, je suis mufsida. Mais je suis pas encore, on n'est pas sous la charia. Une chance, hein? Sinon ça faisait longtemps que j'étais... en tout cas. Mais maintenant, Munafiq, c'est exactement la même version de Muttaqi, ça veut dire intellectuel, qui va faire, mais pour nuire à l'islam. Quelqu'un qui utilise ses capacités intellectuelles au profit et au service de kuffar. OK? Quand j'ai infiltré au rassemblement du QS, j'étais Munafiq, parce que j'ai infiltré. OK? Ça va faire beaucoup de... Non, ça va faire beaucoup d'exécutions. Ça n'existe pas, là. Deuxième catégorie, c'est Muqtadi. Ça veut dire les musulmans qui imposent
l'évolution dans l'islam, qui veulent adapter l'islam au nouveau contexte. On les appelle en islam des innovateurs. Et l'innovation en islam est haram, parce que l'islam est intemporel et universel. En fait, ça a pris 7 siècles pour que les Iraniens ils puissent finalement inventer et faire appliquer le chiisme, qui était une invention de l'islam, pour qu'on puisse un peu respirer par rapport au sunnisme. Donc, mais d'après les sunnites, on est des... Comment il s'appelle ça? On est des excommuniés des Iraniens. C'est pour ça toutes les guerres que vous voyez, que sunnites tuent, chiites. Mais c'est un volet, je l'ai simplifié énormément, là, très très complexe. Mais tout ce qui innove, tout ce qui impose de l'adaptation, du changement, d'évolution, il s'en va à l'envers. Alors, les musulmans ordinaires, ok, ça c'est la forte majorité des musulmans, ok, qui sont la masse, mais ils ont leur rôle très important et leur utilité quand même. Les musulmans ordinaires, ceux qui sont soumis, conformes, silencieux, à l'allure, toujours avec une mindset puis attitude victime. Ok, ils font leur vie, puis font leurs prières, leur ramadan, ils chiolent, parce qu'on dit « Al-mu'minul mahzoun », un vrai croyant est toujours triste. Ok, fait qu'il reste ça, puis tout est correct, ok. Le deuxième groupe, ils font partie des musulmans ordinaires, surtout en Occident, il y en a plus. L'islam les appelle fasiq. Ça veut dire pécheur pervers. Quelqu'un qui ne fait pas ses prières, fait pas ramadan, qui boit de l'alcool, qui mange du porc, qui a du sexe hors mariage. Ça, c'est sûr qu'il s'en va à l'enfer, mais ça ne fait pas trop mal non plus. OK? Puis ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup. OK? Et troisième catégorie, ce sont des gouvernements corrompus qui résistent à appliquer la charia comme leur loi juridique, parce que dans le monde, je pense, c'est Arabie Saoudite, Afghanistan, même pas Pakistan, peut-être l'Iran, qui a la charia. Les autres, ils sont... je ne sais pas, est-ce que tu sais ou... Jane... je sais qu'en Iran, c'est la charia... En Iran, il y en a, puis en Afghanistan aussi, en Arabie Saoudite aussi. Mais les autres, mais Pakistan, je ne suis pas sûre s'il est à 100%. Donc, Mujahid est un djihadiste militaire, comme un membre de Daesh, Al-Qaïda, Hamas, Hezbollah, ou il est un activiste sociopolitique, un révolutionnaire islamiste engagé. D'après Brigitte Gabriel, qui se réfère aux études et aux statistiques des services de renseignement américains et européens, il y a entre 180 000 à 220 millions musulmans moudjahides. Je ne me souviens pas s'il disait au sein des pays occidentaux ou dans le monde, mais ça fait plus de sens au sein des pays occidentaux. Muttari, le mot qui vient de même racine que le mot taqiyya, djihadiste intellectuel, comme Adil Sharkawi, Amira El-Gawabi, ou un islamo-gauchiste comme Haroun Bouazi, qui fait avancer la cause de l'islam par la parole, par la rhétorique, par la sagesse, par la stratégie et tactique, par son intellect. En revanche, il y a des musulmans traîtres qui manifestent les mêmes comportements, mais au profit des kuffars, au profit des mécréants, dans le but de nuire à l'islam et à la mission de l'islam. Mufsid, qui est un rebelle, un provocateur, un activiste sociopolitique ou tout ce que vous voulez, qui nuit à l'islam et qui, par ses actions, corrompt la terre d'Allah. Munafiq. Munafiq, c'est équivalent à muttaqi. OK? Hypocrite, manipulateur, menteur, dangereux, qui nuit à l'islam et à sa propagation, qui infiltre en fait
en fait, les structures islamiques. Muqtadi, innovateur, quelqu'un qui impose du changement, de l'adaptation des préceptes islamiques aux différents contextes, comme le chiisme. Et les musulmans ordinaires, on l'a dit, la majorité silencieuse, la masse quand même, qui ont un rôle important, même s'ils ont l'air passif. La plupart soumis, conformes, silencieux, avec une mentalité préétablie de victime. Puis les pécheurs, les pervers, ça fait pas trop mal à l'avancement de l'islam à l'Occident. Bon. Alors, je parle de... Maintenant, je vais faire juste un petit résumé sur le E, qui est l'univers moderne de l'islam. OK? Dans les pays musulmans, pas en Occident. E, c'est juste dans les pays musulmans. L'univers moderne de l'islam est une vision panoramique du monde musulman contemporain. Ses sociétés, ses institutions, ses cultures, ses pratiques, ses tensions internes dans leur contexte historique et géopolitique actuel en 2025. On parle de l'espace civilisationnel musulman tel qu'il se déploie aujourd'hui dans sa complexité. Cela inclut à la fois des éléments traditionnels et des influences contemporaines. L'univers moderne de l'islam au XXe siècle est traversé par de multiples courants, entre autres les courants réformistes, même les courants fondamentalistes, comme on a vu en Afghanistan et au Pakistan, et les courants séculiers, comme on a vu par exemple en Syrie avec la famille Assad. L'univers moderne de l'islam, c'est le monde musulman tel qu'il existe aujourd'hui. D'ailleurs, le phénomène de l'islamo-gauchisme chiite en Iran place sur le même spectre. L'islamo-gauchisme sunnite au sein des pays musulmans se place sur un spectre beaucoup plus large entre les mouvements panarabistes, nationalistes, laïques, jusqu'aux mouvements influencés par le frérisme dans certaines mesures comme le Hamas. À l'exception de l'Arabie saoudite et Afghanistan-Pakistan qui ont plutôt des tendances wahhabites salafistes. L'univers moderne de l'islam ne veut pas dire l'islam moderne, s'il vous plaît. La différence est énorme. Et je ne comprends pas d'où vient cette pop-up de l'islam moderne. C'est très irresponsable d'utiliser cette expression. Oui. Je peux... Tu n'as pas de micro? J'ai pas de micro, ok, plus tard. Ok. Attention, il y a des musulmans radicaux fondamentalistes. Il y a des individus, des musulmans radicaux. OK? Alors, dans cet univers, il y a des musulmans radicaux, fondamentalistes, comme les membres de Taliban Daesh, mais quelque chose, un concept ou une notion comme l'islam radical n'existe pas. On n'a qu'un islam, c'est des individus selon leurs prédispositions génétiques, leurs tendances, leur famille, leurs enfances, leur pays de naissance, leur éducation, qui vont aller prendre une partie de l'islam qui fait leur affaire. Si la personne, il veut aller chercher la paix et l'amour, pour lui, il va aller chercher la paix et l'amour, parce que ça existe des versets qui parlent de la paix et de l'amour dans le Coran. Si quelqu'un qui a des prédispositions à la violence, il va aller juste chercher des choses qui font son affaire. Donc, il y a des individus radicaux, comme il y a des individus anti-musulmans qui existent, mais l'islamophobie n'existe pas. Est-ce que nazismophobie existe? Est-ce que
communismophobie existe, c'est ridicule. Mais il y a des individus anti-musulmans qui existent. Donc, il y a des musulmans radicaux progressistes. Radicaux progressistes existent. Ces musulmans radicaux progressistes, ils font la promotion du hijab comme un affichage de la liberté des femmes. Il y a des musulmans réformistes qui ont tenté et qui tentent toujours de repenser l'islam dans le cadre des sociétés modernes qui n'ont jamais arrivé et qui ne sont jamais arrivés à un consensus. Mais l'islam moderne n'existe pas. Il y a des musulmans laïcs, des musulmans modernes qui croient que la foi est une affaire personnelle. Il y a des musulmans modernes, mais l'islam moderne n'existe pas. Le point important est qu'il existe des musulmans modernes au sein des sociétés occidentales, mais la doctrine de l'islam moderne n'existe pas, au moins pas encore. Soyons vigilants, l'islam moderne n'existe pas puisqu'il n'existe pas des écoles de pensée, ni un consensus sur l'idée de moderniser l'islam, mais il y a un vaste consensus sur l'islamisation de l'Occident. Toute expression, comme l'islam radical, l'islam intégriste, le fondamentalisme islamiste, sont vides de sens. Les utiliser et d'ajouter au malheur du monde, comme disait Albert Camus. Ces expressions normalisées et exploitées dans les rhétoriques des djihadistes intellectuels et par la suite récupérées et imitées par des idiots utiles ignorants ne font que brouiller les esprits. Ils n'ont aucun sens. Essayez d'instaurer une expression pour dissocier les évidences de la nature et l'essence même de l'islam. Ce n'est qu'une trahison envers la philosophie civilisationnelle de l'Occident. Si on veut insinuer qu'on parle d'une école de pensée qui prêche pour le retour au fondement et à la pureté originale de l'islam, il faut préciser le salafisme ou le wahhabisme. D'ailleurs, vous savez que Amira El-Gawabi est wahhabite. Hein? Bon. Tant mieux pour nous. Donc, on arrive ici. Je sais que c'est lourd, hein? C'est intense. Je m'excuse, je vais finir bientôt. c'est trop long, je sais. Puis en plus, je ne suis pas allée dans les détails. Alors, ici, le C, je vous ai dit, il y a entre 180 et 220 millions de musulmans radicaux. Qui est un musulman radical? Un musulman radical n'est pas juste des salafistes puis wahhabistes, n'est pas juste des gens qui sont habillés en djibala, puis en abaya, puis en niqab. Un musulman radical est quelqu'un qui dit ça, qui croit ça. Un de ces éléments-là, ça suffit. Hein? Ceux et celles qui croient à la supériorité de la charia sur toutes les lois. Ceux et celles qui croient que le Coran est la parole intemporelle et universelle d'Allah. Ceux et celles qui croient qu'ils doivent l'imposer à tout humain. Ceux et celles qui ne reconnaissent pas des notions comme l'islamisme, l'entrisme, le communautarisme, l'islamo-gauchisme, puis ils disent que tout est l'islam. Il n'y a qu'une solution, et l'islam. Des gens qui répètent j'avais des collègues, hein, des collègues normaux qui répétaient ces mots-là. Donc, alors, ça, c'est un sujet passionnant. J'aimerais, à un moment donné, comme je vous ai dit, c'est dans mes priorités, avoir une occasion de parler juste de ce volet-là. Mais ici, je veux faire une petite survol. Je m'excuse, j'ai vraiment chaud. Alors, j'aimerais vous sensibiliser sur
à la nature fondamentale de l'islamo-gauchisme occidental. L'islamo-gauchisme occidental, c'est un médium vital et nécessaire dans le processus évolutif de l'islamisation de l'Occident. Il a deux formes, forme intellectuelle et forme militante. A pour mission de préparer le terrain pour islamiser l'Occident. Il joue un rôle transitoire, temporaire, mais un rôle stratégique, celui d'assurer une passerelle douce entre les deux univers. Le passage relativement doux de l'univers occidental vers l'univers islamique en recourant non pas aux armes conventionnelles, mais à l'arme la plus fatale que l'homme a inventée, qui est la parole. Il cherche à s'insinuer et passer sous le radar sous couverte de diversité, de droit et d'inclusion. Outillé par patience, la persévérance, la flexibilité et la dissimulation. Sa mission rhétorique consiste à banaliser, à normaliser, mobiliser, revendiquer, faire preuve de leadership, mettre la pression sociopolitique et ultimement imposer des normes, des règlements et des législations comme Florence Bergeau-Baclar dit charia compatible. Le but de l'islamo-gauchisme, c'est ça. Il ne peut pas aller direct à charia. Il va aller par revendiquer des accommodements, par revendiquer des règlements charia compatibles. Un pas à la fois. OK? Donc, l'islamo-gauchisme exploite plutôt des ressources civiques et sociaux, ainsi des outils idéologiques, identitaires, communautaires et surtout juridiques et politiques. L'islamo-gauchisme récupère les causes, il s'approprie les causes, il instrumentalise les causes comme la cause de l'indépendance du Québec. J'étais là à la marche au parc au Carré Saint-Louis et Madame Rouba Ghazal a dit que, puis j'ai le vidéo là, je l'ai tout enregistré, je peux vous envoyer. Elle a dit le Québec est comme la Palestine. Et ça m'a. En plus, ils disent pas la Palestine est comme le Québec. Ils disent le Québec est comme la Palestine. Je voulais dire, mais Madame Ghazal, moi je connais au moins depuis 14 siècles l'histoire de vos peuples dans ce coin-là. Alors qu'ils étaient très habitués à faire des razzias. Razzias, c'est le même type d'action qu'on a vu le 7 octobre. Alors les Arabes de ces régions-là, ils vivaient à faire des razzias. C'était comme ça qu'ils vivaient. Mais je ne me souviens pas, le peuple du Québec, qu'il a cette tradition de faire de razzia, comme on a vu dans les vidéos du 7 octobre. Mais en tout cas, ils sont très habiles à s'approprier très vite, à récupérer les causes, puis à tout effacer. Alors, le jour de l'indépendance du Québec, tout a été effacé, c'était Palestine, hein? En tout cas. Fait que... j'étais où là? Rue Bagazal. Non, ça vient. OK. Alors, comme la cause de l'indépendance du Québec, après le colonialisme, l'impérialisme, le capitalisme, pour sa lutte, malgré que l'islam c'est une doctrine impérialiste, fondamentalement impérialiste et colonialiste, là, il se place à côté des peuples qui ont été colonisés, puis qui ont eu une mauvaise expérience avec des impérialistes, puis là, il est victime à côté d'eux. Et ça, c'est hallucinant. Pour sa lutte ultime contre l'Occident, vous le savez, qu'est-ce qui le motive tant que ça? Pourquoi l'islam n'est pas si concentré sur la Chine?
Pourquoi il n'est pas concentré sur l'Est, puis il est si concentré sur l'Occident? Est-ce que vous avez déjà vous posez cette question? Oui. OK. Est-ce que vous avez une réponse? Oui, j'ai la réponse. Oui. Le livre de Jamila Belkbir. Ben là, on n'a pas la livre. Non, mais elle dit tout. Ce que vous dites là, OK. c'est décrit les soldats d'Allah, la conquête de l'Occident. Tout est décrit. OK. Non, c'est différent, mais c'est à peu près la même chose. OK, mais je sais pas. Ça, c'est mon expérience en Iran. Mais pour sa lutte ultime contre l'Occident, qui le qualifie comme le principal héritier du judéo-christianisme. Il faut que sur la planète Terre, les deux premières religions abrahamiques, ça s'efface et ça reste juste l'islam. Parce que c'est la meilleure, c'est le sceau des religions, c'est ultime, c'est la finalité. Et on a des hadiths, d'ailleurs dans le même livre que j'ai ici, que Mahomet il dit aux musulmans, t'inquiétez-vous pas avec les chrétiens, c'est comme ça. Les chrétiens, là, c'est tellement facile. Occupez-vous-en des juifs. Il faut exterminer des juifs, mais convertir les chrétiens, là. Et c'est ça, en tout cas. Je reste ici. Alors, c'est précisément là que réside la clé pour contenir et repousser l'entrisme idéologique, politique et prosélytiste de l'islamisme, non seulement dans nos espaces institutionnels et étatiques, mais également au cœur des milieux professionnels, des syndicats, du monde sportif, ainsi que des associations et organismes communautaires, dans l'ensemble du tissu social. C'est ça que la laïcité est manquante sur cet aspect-là. Alors, je parle de l'espace étatique, civique et même une partie de l'espace public, il faut qu'on le réglemente. C'est un lobby. Pardon? C'est un lobby. Ben là, mais c'est un lobby qui va finir, on va finir avec. Hein, alors, un des visages de l'islamo-gauchisme, c'est l'entrisme. Si on parle de l'entrisme, ça se fait par les moyens des islamo-gauchistes parce qu'ils ont créé déjà un médium de transitoire pour infiltrer. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez l'image comme il faut, j'en pouvais pas m'en passer de ne pas en parler du voile. Le voile est un étendard. Le voile est un drapeau militaire. C'est un symbole de combat. C'est une affirmation assumée que le communautarisme islamique communique haut et fort avec le monde des kuffars. Il dit, nous sommes debout et prêts à vous combattre, vous les kuffars. La fréquence à laquelle vous voyez les femmes voilées est un indicateur de l'avancement de la colonisation islamique. C'est grave, mais il faut qu'on ait le courage de faire face à la réalité. Il faut interdire le port du hijab pour les fillettes de moins de 12 ans en espace institutionnel, civique et public. Il faut interdire le port du voile intégral en public. Il faut interdire la ségrégation sexuelle dans les espaces étatiques et civiques. Et avec l'exemple que je vous ai donné, là, avec les autobus STM, vous allez être, j'en suis certain qu'il y en a plein d'autres exemples qu'on n'est pas au courant. Et à la fin, à mon sens, dans le combat que nous menons contre l'islamisation du Québec, notre boussole collective se repose sur 4 repères fondamentaux, nos alliés les plus précieux. La rigueur de la pensée critique, la rigueur intellectuelle, la force tranquille de la sagesse, le courage politique sans compromis et à la fin, un patriotisme lucide.
je ne dis pas une nationaliste, je peux vous en parler sur le sujet pendant 1 heure, 2 heures. J'ai une allergie au mot nationaliste parce que je viens de l'Iran, mais l'Iran a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je tiens au mot patriotisme. Un patriotisme lucide, enraciné dans l'attachement à nos valeurs civilisationnelles communes. Et si quand même l'Iran a pu se sauver depuis 14 siècles, vous savez, on fait tous nos fêtes païennes en Iran après 14 siècles de colonisation super violente de l'islam. On a toutes gardé nos traditions. Les premiers 200 ans, ils coupaient la langue, ils coupaient les mains si quelqu'un parlait en farsi ou écrivait en farsi. On a gardé notre langue. Et ça, j'ai la chair de poule parce que même encore, je lis des poésies iraniennes. Il y a 1100 ans, par exemple, on a des mythologies que le poète, il parle, le seul repère pour qu'on puisse sauver la Perse, c'est le patriotisme. Il y a 1100 ans que Ferdowsi, il en parle. Fait que ça veut dire l'Iran, avec le patriotisme, a passé au travers de cette affaire-là. Et d'après moi, je ne sais pas là, comment, avec le post-nationalisme et toutes ces affaires-là en Occident, des fois je suis très déconnectée, mais pour moi, c'est le patriotisme qui va nous sauver. Et je ne parle pas de posture nationaliste, catholique, fataliste, défaitiste, défensif qui va se replier sur soi. Mais je parle d'une posture rassembleuse. Je crois fermement que ces qualités ensemble, elles constituent les fondations morales et intellectuelles d'une résistance éclairée et assumée. À la fin, je vais vous raconter une anecdote pour que vous riez un peu et pourquoi dans nos écoles. Dans nos écoles et nos universités, il ne faut pas laisser les filles avec le niqab et le hijab. Ce n'était pas la première fois que j'ai fait ça. J'étais à l'université de Téhéran, j'étudiais en physique, et il y avait des cours de l'éducation islamique qui nous ont été imposés. On était des étudiants en physique, mais on passait dans les salles de cours avec les ayatollahs qui nous ont enseigner l'islam, puis tout ça. Puis j'en suis contente maintenant parce que je m'en sers de ces connaissances-là pour le Québec. Mais à date, on était très, très fâchés, puis on n'acceptait pas qu'on étudie physique, pourquoi on doit être exposé à ça. Alors, on manquait nos cours. À un moment donné, on a su les filles qui portent le tchador. En Iran, ça n'existe pas le niqab. Le tchador, c'est un tissu noir, là, qu'on porte. Puis ces filles-là, il y avait des filles qui vraiment cachaient, puis on voyait juste un œil, surtout quand Ayatollah était là. Alors moi et mon ami, on a pensé, on va aller leur demander leur tchador. Alors qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on mettait le tchador, on se cachait, puis on va aller voir l'Ayatollah, puis on disait « Oh, je m'excuse, moi, mon père était malade, j'ai pas... » Puis lui, il effaçait l'absence sur le papier de présence. Il faisait ça juste si on était avec le tchador, puis on allait demander. Mais moi, qui avait un abaya court, les talons hauts, maquillés, j'avais aucune chance. Et voilà, maintenant, je ne comprends pas comment dans nos cégeps, nos universités, il y a des femmes étudiantes avec le niqab. Moi, je faisais ça en Iran. Comment le professeur va savoir qu'à l'examen, c'est la même personne? Au cégep, Edouard Montpetit, il y en a plein. OK, merci beaucoup.